aujourd'hui Yann de Brabanter, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Bessie. On va parler e-commerce aujourd'hui, mais peut-être avant de commencer, rappelez-nous en quelques mots, que fait Bessie? Quel est le rôle de Bessie? Bessie, c'est avant tout la Chambre de commerce de Bruxelles, que tout le monde connaît, mais également l'Union des entreprises de Bruxelles, donc pour la défense, pour le lobby des entreprises et effectivement pour lutter contre les amalgames parfois ou pour aider les entreprises à s'épanouir dans ce beau Bruxelles. Et justement, je vais vous donner une phrase qui concerne les entreprises. Faisons de la Belgique un pays sans e-commerce. Ce sont des propos tenus par Paul Magnette, le président du PS. Ça vous évoque quoi quand vous entendez ce genre de phrase? Oui, effectivement, c'est assez délirant. Je crois qu'on retourne en arrière. Évidemment, c'est pas un hasard. Et tout le monde a bien rigolé avec les posts sur Facebook en montrant également le e-commerce du PS où on pouvait acheter des casquettes. Et j'imagine que même Paul Magnette n'achète pas toujours ses livres chez le bouquiniste du coin. Donc, un peu ridicule. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas un hasard que ces propos soient tenus maintenant? Mais c'est tout simplement parce que on sait tous que le gouvernement fédéral discute ces jours-ci de toutes les dispositions à prendre pour retravailler le marché du travail. Et on va discuter évidemment du travail de nuit. Les demandes du monde des entreprises pour l'e-commerce, il faut essayer de lutter contre les concurrences venant de nos pays voisins, parce que le e-commerce, c'est avant tout la Grande-Bretagne, la France aussi, l'Allemagne et les Pays-Bas. Par coïncidence, 4 pays qui nous entourent. Donc, si on ne fait rien en Belgique, on risque effectivement d'être victime de cette concurrence accrue. Donc il faut y travailler et je ne crois pas que le PS est prêt de nous suivre dans cette optique également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mieux préparer le e-commerce? Ça veut dire qu'il faut mieux développer le e-commerce en Belgique plutôt que de le stopper? Ben oui, absolument. Je crois qu'il ne faut pas arrêter l'évolution. Je crois que la pandémie a bien démontré que les entreprises et les commerces en particulier étaient prêts à se développer, à suivre des évolutions qui faisaient qu'il faut se réinventer. Et donc l'e-commerce peut certainement aider les commerçants, les entreprises à chercher de nouveaux marchés et à s'étendre également au niveau du marché. Mais le futur, évidemment, est-ce que les commerces vont disparaître comme le PS le sous-entend ou le communique? Bien entendu que non, mais les commerces vont se lancer dans du omnicanal. Ils vont effectivement pouvoir se développer pour devenir peut-être même des vitrines pour que les consommateurs puissent commander ou recevoir les vêtements, les aliments, tout simplement par des autres canaux qu'actuellement. Justement, la digitalisation au niveau des commerces, on en est où? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous? Est-ce que vous savez nous dire à Bruxelles, est-ce qu'on est déjà avancé en matière de digitalisation et donc de e-commerce? Oui. Mais évidemment, depuis 2 ans, je crois qu'effectivement, la digitalisation s'est développée d'une façon extraordinaire. Heureusement, je dirais, parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation avant la crise, pendant les expériences en télétravail. Évidemment, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait investir dans du digital. Et effectivement, heureusement, un monde très important a suivi ces évolutions et s'est adapté très vite à cette digitalisation accélérée. À Bruxelles, nous savons que, je crois, avant la crise, il y avait 12% de Bruxellois qui achetaient des produits par les canaux digitaux. Actuellement, et pendant la pandémie, nous avons constaté que presque 50% des gens étaient déjà
hein, suffisamment familiers à commander des produits par e-commerce. Donc voilà, il y a une belle évolution. Mais je crois également tout le monde doit s'adapter, tout le monde doit se réinventer. Au niveau de notre organisation également, nous avons choisi immédiatement d'autres canaux pour toucher nos entreprises, pour écouter nos entreprises, pour aider surtout les commerçants et les entreprises pour les informer. Actuellement, nous travaillons également sous forme hybride. Je crois que le 15 février, nous avons un grand salon hybride où nous allons effectivement travailler avec les entreprises qui sont lancées dans le New Way of Working, Building Tomorrow's Work, est le thème de notre salon hybride le 15 février. Donc, il faut s'adapter pour trouver des nouveaux cibles, des nouvelles stratégies commerciales en termes de RH également. Donc, il faut se réinventer en tout cas. Vous parlez justement de se réinventer, notamment pendant cette crise Covid, que ça a changé beaucoup de choses. Est-ce qu'on constate qu'il y a eu plus ou moins d'entreprises pendant la crise Covid ? Il y a eu à un moment donné un moratoire sur les faillites. Est-ce que justement on constate qu'il y a eu plus de start-up créées ou pas pendant la crise Covid ? Eh bien, c'est assez surprenant, mais même avant la crise, évidemment, Bruxelles était le champion pour la création d'entreprises, les start-up, évidemment, les universités sont également, peuvent également apporter à cette évolution, mais de toute façon, Bruxelles a toujours été le champion. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas eu vraiment de frein sur cette évolution pendant la crise, aussi parce que beaucoup de personnes devaient se réinvestir dans d'autres canaux. On réfléchit comment est-ce que je vais sortir, comment je vais me réadapter à cette nouvelle situation et comment je vais surtout appliquer la digitalisation dans mon modèle de fonctionnement et dans mes business plans. Est-ce que ces startups, elles restent à Bruxelles ou on constate toujours autant d'entreprises qui quittent Bruxelles ? Oui. Maintenant, c'est une évolution assez logique, une start-up qui se développe, qui cherche à se développer, qui commence à exporter, a parfois besoin de s'étendre, d'avoir des terrains, des locaux plus grands. Et évidemment, on connaît le prix du foncier à Bruxelles, donc parfois c'est normal que ces entreprises quittent. Également pour se joindre, pour être achetées par des entités plus grandes. Donc c'est une évolution qui fait mal parfois, et on doit tout faire au niveau du climat économique, politique également, pour sauvegarder un maximum d'entreprises nouvelles, innovantes et création d'emplois, évidemment. Est-ce que vous craignez, après cette crise Covid, qu'il y ait plus de faillites, qu'on va avoir finalement le retour de vague juste après la crise Covid et que beaucoup vont être en faillite ou pas ? Mais je crois que de toute façon, au niveau de notre organisation, au niveau politique également, il faut absolument s'attendre à peut-être un tsunami de faillite. Je dois avouer que nous-mêmes, nous avons été étonnés de voir que même en termes d'emploi, même en termes du nombre de chercheurs d'emploi, cette crise a été... les conséquences de cette crise ont été finalement assez restreintes. Mais effectivement, une fois que tout est relâché, je crois que nous devons faire face à un nombre beaucoup plus important de faillites que maintenant. Il faut les aider, en tout cas. Nous sommes unis pour les aider. Il y a un centre d'entreprise en difficulté chez Bessie où entre 40 et 50 experts sont prêts à aider pour trouver des solutions et pour se réinventer, pour se reconvertir, pour préparer des reconversions également d'entreprises dans le projet à venir. Donc, oui, il faut être attentif à ce phénomène. On a parlé digitalisation, on a parlé crise Covid. Pour les prochaines années, une question peut-être plus générale, quels vont être les gros enjeux au niveau justement des entreprises, de l'entrepreneuriat à Bruxelles ? Quelles sont vos attentes pour les prochaines années ?
Mais je crois qu'avant tout, évidemment, pendant la crise Covid, nous sommes occupés des difficultés des entreprises. Nous avons organisé très vite, avec nos collègues en Flandre et en Wallonie et avec la Banque nationale, nous avons organisé un monitoring très très détaillé pour suivre l'évolution des difficultés des entreprises. Et nous avons quand même réussi, pendant la crise, à aider les entreprises. Je crois qu'il y a près de 70 000 dossiers qui ont été introduits. Nous avons quand même obtenu 312 millions d'aides aux entreprises, évidemment, qui nous ont permis effectivement de continuer d'aider l'économie à survivre pendant la crise. Maintenant, je crois que dans le proche avenir, il faut surtout, et avec le gouvernement, nous espérons, améliorer le climat économique et politique à Bruxelles. Il faut travailler sur la fiscalité, il faut lutter contre la concurrence interrégionale également pour faire de sorte que la création d'emplois puisse continuer à Bruxelles. Donc il y a une transition économique également qui se discute actuellement au niveau de ce gouvernement. Il faut faire de sorte que les entreprises soient concernées par cette transition économique. Il ne faut pas que le gouvernement seul décide quel type d'économie puisse survivre à Bruxelles et quelles entreprises doivent être aidées ou non. Il faut aller vers des modèles de travail public-privé. Ça vaut également pour l'attractivité de Bruxelles. Il y a actuellement une discussion au niveau de repenser la city marketing. Nous avons opté avec un projet qui s'intitule Reboot Brussels 2025 pour faire de sorte qu'une fois que Bruxelles pourra à nouveau accueillir des étrangers européens, des hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires de partout dans le monde, il faut se préparer pour avoir cette attractivité de Bruxelles. Et donc nous avons quand même réussi d'obtenir de ce gouvernement que nous devons travailler étroitement avec les entreprises privées et avec le politique pour faire de sorte que toutes les initiatives soient économiquement rentables et réalistes surtout. Yann de Bramanter, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de BESI.